mettre en salle, là, et comme ça on enlève pas de ceux qui vont nous mettre dessus, pour nous sortir. Moi, je pense que moi je suis retour, mais je pense qu'il faut avoir une action politique aussi, ça suffit pas. Ok. Alors, je vais essayer de répondre à votre demande, mais je vais faire au mieux. Hein, je pense aussi qu'un peu d'humour et parfois nous aide à surmonter ça et à regarder les choses avec un peu plus d'optimisme. Déjà, on a des propositions. C'est-à-dire que cette question-là, c'est pas une fatalité, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est des choix politiques qui sont faits, madame l'a rappelé. Donc on a des propositions pour ces questions de vie chère et je vais en énumérer quelques-unes pour qu'on puisse les avoir en tête et ça nous fixe aussi des objectifs. Une baisse de la TVA sur les produits qui sont à 10% pour aujourd'hui de descendre à 5%. Le blocage des prix, j'en ai déjà parlé, à la baisse sur les prix de l'énergie, gaz, électricité et carburant, et notamment à la sortie des marchés de construction de ce prix idiot et complètement débile là, de l'électricité et du gaz. Blocage des prix, mais alors là pour le coup pérenne sur les produits de première nécessité. Là il faut vraiment encadrer les prix. Le gel des loyers, juste pour information, le gel des loyers et la hausse du SMIC à 7 600 €, c'est deux mesures que nous portons et qui sont possibles. C'est deux mesures que l'on avait proposées dans le projet de loi de finances et que la majorité a rejeté avec les voix du Rassemblement national. Vous mettez ça dans un coin de votre tête, ça vous servira à un moment. Et de LR. Toute la droite a refusé, oui, pendant le débat de juillet, mais notamment, on a préféré choisir, pardon, juste, je vous PLFR, mais on a préféré donner 6 000 à 7 000 € de prime Macron en fin d'année que d'augmenter les salaires. Il faut le savoir, tous ceux qui ont dit on va lutter pour tous, LR, Rassemblement national, toute la droite, vraiment, c'est très intéressant. Voilà, donc ça vous permet de savoir qui défend vraiment les gens qui sont aujourd'hui dans le besoin. L'indexation de tous les salaires sur l'inflation, qui est quand même une mesure aujourd'hui qui serait utile. Et puis l'application d'autonomie, parce qu'on parlait d'alimentaire, et j'en dirais deux mots, les jeunes sont vraiment frappés par cette précarité, et donc une allocation d'autonomie à 1 100 € pour qu'ils puissent effectivement étudier et pas faire des petits boulots ici ou là pour arriver à payer leur loyer, parfois ne pas manger, parce qu'ils sont obligés de sauter d'affaires. Et puis pas une retraite sous le seuil de pauvreté, madame, ça c'est une évidence, il faut que tout le monde puisse avoir cette retraite-là et vivre dignement, et bien sûr, la retraite à 60 ans, ça nous permet déjà de parler et de nous projeter dans les luttes qui vont arriver et que nous allons gagner, bien évidemment, madame, parce qu'il est évident que quand ça fait consensus, 80% de la population est contre la retraite, le report de l'âge légal de la retraite, et bien évidemment, c'est une lutte que nous gagnerons par la mobilisation de toutes et tous. Voilà. Alors, on a des moyens pour payer ces mesures-là. Je vous ai parlé de super dividendes, donc taxer les super profits des super dividendes, le rétablissement de l'ISF, l'évasion fiscale, on en a déjà parlé, sortir du marché de l'énergie, j'ai anticipé, mais je l'avais noté aussi pour ne pas l'oublier dans les points qu'il faut absolument se mettre en tête. Alors néanmoins, on a aussi quelques victoires. On a réussi à décrocher notamment la question de la déconjugalisation de l'AAH qui va intervenir. Alors ils ont quand même réussi à nous faire une entourloupe, c'est qu'on l'a voté là, après ça a été passé 5 fois dans l'hémicycle. 4 fois ils nous ont dit que non, c'était pas du tout raisonnable, c'était irréaliste, que ça allait coûter un pognon de dingue et que c'était... Voilà. Sauf qu'à la 5e fois, on les a quand même eu à l'usure, ils l'ont voté. Mais ça aurait été trop bien qu'ils nous le mettent tout de suite en application, ce sera octobre 2023. Donc vous avez encore le temps de galérer, de misérer pendant un an. La fin du complément de loyer pour les logements privés d'un certain niveau de confort. Voilà, c'était une mesure au moins minimale pour ne pas se faire avoir par les marchands de sommeil autant que c'est le cas aujourd'hui. Et puis le plafonnement de la hausse des loyers à 2,5% dans les centres commerces, ça c'est des choses que nous avons obtenues. Bon, en fait, voilà un petit peu sur des choses un petit peu optimistes. Après, madame disait, on est dans une cata. Effectivement, j'allais dire, heureusement que notre camp, je pense qu'on fait partie peut-être j'espère, de ces gens qui sont pour le progrès social et l'humanisme, heureusement que notre camp n'a pas gagné, parce que vu la situation aujourd'hui, nous à qui on prédisait que si on accédait au pouvoir, ça serait l'enfer sur terre, que plus rien ne tournerait,
que plus personne n'arriverait à boucler ses fins de mois, que l'économie serait exsangue et que la fuite de toutes les entreprises se ferait dans la minute même. Je vois que 5 mois après l'élection, aucun problème n'est réglé et que finalement, c'est ce gouvernement qui fait qu'aujourd'hui, 50% des personnes sous le seuil de pauvreté ont moins de 30 ans, 25% des gens à l'aide alimentaire ont moins de 25 ans. C'est donc notre jeunesse qui est frappée de plein fouet. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ce chaos qu'ils nous prêtaient, juste pour vous faire la liste de ce à quoi ils nous ont conduit, pénurie de chauffeurs scolaires, pénurie d'AESH accompagnants pour les élèves en situation de handicap, pénurie d'amoxicilline et de paracétamol, 7e puissance mondiale. Voilà. On n'est pas capable d'avoir du paracétamol dans nos pharmacies. C'est quand même balèze, quoi, avec Sanofi et compagnie. On est champion du monde. Un hôpital délabré, des urgences qui ferment maintenant la nuit. Vous comprenez qu'on n'est pas capable non plus dans ce pays de soigner les gens. Les soignants, on ne vous en parle même pas dans quel état de physique et moral ils sont. Ils sont d'ailleurs tous partis quasiment de la profession, ce qui aggrave encore la situation. Ils ne sont pas prêts d'y revenir vu comment on les traite, notamment sur le niveau des salaires. Et puis là, on nous promet des coupures d'électricité, les prix du gaz et de l'électricité qui vont continuer à augmenter. Bref, heureusement qu'on n'a pas gagné parce que tout ça, nous l'aura mis sur le dos. On nous l'aurait mis sur le dos. Donc heureusement que l'on sait que c'est leur politique qui nous mène à ce chaos. Ça nous donne cette note d'optimisme et de force de conviction de dire que si nous appliquons les mesures qu'on a pu discuter et échanger en tout cas, pour sortir de cette situation, on va vraiment apporter enfin ce qui est attendu par la population, vivre dignement, partager les richesses, faire attention aussi, parce que dans la question de Yannick, il y avait cette question écologique aussi, qu'on ne continue pas pour les histoires, profiter de la crise à réouvrir des centrales à charbon qui polluent l'atmosphère, ou ouvrir des ports méthaniers dans la Manche. Bon, tout ça, effectivement, nous le ferons, nous savons le faire, nous y sommes prêts, nous avons déjà les mesures qui sont là. On a un programme de 650 mesures partagées avec l'ensemble des forces de la gauche aujourd'hui, et ça c'est aussi une avancée qui peut nous donner à voir l'avenir avec un peu d'optimisme, et n'en doutons pas, parce que vous l'avez vu, je vous l'ai dit aussi, le Rassemblement national vote avec cette majorité contre les gens qui galèrent, contre le gel des loyers, contre l'augmentation du SMIC. Donc la prochaine fois, et j'espère que ça arrivera très bientôt, ce sera nous qui serons au pouvoir, et quand je dis nous, je vous englobe, parce qu'effectivement il faut que les gens s'emparent de cette question-là et qu'on ne délègue pas notre pouvoir à un président ou à McKinsey, un président des riches ou à ses conseils, mais que vous repreniez en main, que vous mêliez de nos affaires, voilà, qu'on se mette de nos affaires et qu'on change les choses, et que vous demandiez des comptes aussi aux politiques que vous élisez. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage mon mandat et que j'espère que tous les gens de notre camp politique l'envisagent, c'est-à-dire que quand on a un mandat, on vous le doit et on vous doit des comptes, et en tout cas, on vous doit surtout cet avenir meilleur. C'est à ça qu'on va travailler ardemment, et je ne doute pas que ça arrive très rapidement. En tout cas, je pense que les mobilisations partout, dans la société civile, dans les entreprises, dans ces réunions publiques, montrent qu'il y a un chemin qui peut s'ouvrir, et il y a une brèche qui peut s'ouvrir, et en tout cas on est prêt à l'ouvrir pour enfin passer dans un monde meilleur. Voilà. Un monde meilleur. Louis, dans le Sud-Ouest de hier, il y avait un article sur Robert Piquet et Bagatelle. Est-ce que tu peux, parce que j'ai vu que on te cite, toi qui a interpellé le ministre des Armées par rapport à tout, dire deux mots pour ceux qui ont justement... Oui. Alors deux mots, effectivement, c'est une petite incise parce que ça vous concerne, parce que le territoire ici est concerné par Robert Piquet. C'est quelque chose que l'on défend avec des collectifs. Moi je m'en suis emparé, je suis le seul élu, je crois, sur le sud, en tout cas sur le sud de la métropole à m'en occuper. C'est un hôpital qui soigne 200 000 personnes. Le bassin des usagers va jusqu'à la Brèche. Donc moi ça fait 5 ans que je dis il faut que cet hôpital reste là, qu'il ne ferme pas, qu'il ne soit pas rasé, et qu'il continue sa coopération avec la clinique Bagatelle. Décision a été prise par le service de santé des armées de fermer pour des questions budgétaires, et tous les rapaces se sont jetés là-dessus pour essayer de récupérer le dossier. L'avancée, c'est que le nouveau ministre des armées a déclaré,
suite à un amendement que j'avais déposé pour dire si vous n'en voulez plus à l'armée, donnons-le en tutelle au ministère de la Santé, on saura bien s'en occuper, et les citoyens pourront aussi regarder ça de près. Je pose cet amendement, et là, surprise, le nouveau ministre des Armées dit là-dessus, je vous demande de retirer cet amendement parce que votre demande est quasi satisfaite, puisque je demande un moratoire sur la réorganisation du service de santé des armées au niveau national, et aucun projet qui est aujourd'hui engagé ne sera mené au bout avant que j'ai eu un retour sur mon bureau de l'état des lieux, au regard des engagements de l'armée à l'extérieur, au regard des risques sur lesquels nous avons à faire face sur le territoire national, sur les risques aussi sur le service de santé des armées, sur les risques épidémiaux, voilà, on sort d'une crise Covid. Il a dit plus rien ne se fera sans que j'ai une feuille de route, en tout cas un état des lieux, puis une feuille de route sur mon bureau. Et donc j'espère avoir, il m'a confirmé, son cabinet m'a confirmé que la demande avait été bien enregistrée, qu'on aurait un rendez-vous dans les prochaines semaines. J'espère le voir dès le début de l'année 2023 pour lui soumettre le contre-projet que j'avais construit avec les associations, avec les citoyens, pour dire qu'on garde l'hôpital Robert Picqué. C'est pas fait, hein. C'est même, enfin, pour être très honnête, on est plus près des bulldozers que de la reconstruction de Robert Picqué. Néanmoins, moi je dis, et je le répète, et c'est une réalité, les combats perdus sont ceux que l'on n'a pas menés, et tant que les bulldozers ne seront pas passés sur Robert Picqué, je tirerai tous les fils pour essayer de le sauver. C'est pas impossible que celui-ci soit un peu plus intelligent que les précédents, je parle du ministre, et qu'il comprenne l'utilité, c'est pas difficile, hein, mais qu'il comprenne l'utilité de garder un hôpital militaire sur le territoire pour les armées, mais aussi pour les populations environnantes. Voilà, sur cette petite incise, comme on dit, actualité à suivre, je vous tiendrai au courant, je pense que Sud-Ouest s'en fera l'écho, parce que c'est vraiment un dossier pour nous tous, alors de moi, Villeneuve-d'Ornon jusqu'ici, et jusqu'à la Brette, qui nous concerne là, pour le coup, tout ce bassin de population de 200, 250 000 habitants qui ne cesse de croître, et c'est vraiment un enjeu de service public, on en parlait tout à l'heure, voilà, il faut vraiment garder ces objectifs-là. Très bien. Et... Oui, du coup, en fait, ce soir, on a vu à quel point, dès que, enfin, comme les profiteurs de crise nous mettent dans la sauce, ça c'est l'expression qu'on dit chez les jeunes, dit on est dans la sauce, c'est vraiment la merde. C'est vraiment pas bien, il se passe quelque chose de pas bien et ça va être dur de s'en sortir. Bah, je sais pas jusqu'à où on l'utilise, mais j'ai jamais entendu mes parents l'utiliser, donc du coup je Ouais, mais ici avec des jeunes, on Non, l'utilise parce que pas. nous, on disait Sacha, on disait directement, on est dans la merde, tu vois, c'est beaucoup de non, mais c'est que la sauce, ça, du coup, tu Mais bon, malgré le tableau pessimiste qu'on a dépeint, Loïc a parfaitement dit que déjà, à l'Assemblée nationale, enfin dans les institutions, il y a des gens qui sont déjà en train de se battre pour que dans la loi, on ait des propositions, enfin ce qui était des propositions deviennent des réalités concrètes et transforment nos vies. Et ça c'est sûr, les députés de la France Insoumise et de la NUPES ne vont pas arrêter du jour au lendemain de se battre pour faire en sorte que le projet ultralibéral de Macron, soutenu par les racistes et xénophobes du Rassemblement national, passe. Mais pour que ça fonctionne, je suis convaincu qu'il ne faut pas qu'il y ait que l'institutionnel. Il faut aussi l'implication citoyenne, la mobilisation des travailleurs et la mobilisation associative. Et on a besoin d'être partout, d'être présent partout. Quand Loïc dit « mêlez-vous de nos affaires », et oui, on peut le faire de manière individuelle comme personne, mais on peut le faire aussi de manière associative pour ouvrir le débat. Créons des débats publics plus souvent, investissons les cafés pour justement parler de ces sujets. Faisons chier les enfants, les petits-enfants, les parents et les grands-parents au repas de Noël, avec tous les sujets qu'on aura à mettre sur la table. Alors, avec bataille de bûche. Prendre une bûche. Exactement. Une vraie. Utiliser la bûche de Noël pour faire un super schéma de ce qui va se passer avec la réforme des retraites, par exemple. Ah t'as voté Macron, mamie? Regarde ce qui va se passer sur ta retraite. T'auras moins de bûches. C'est un peu... Mettez-lui la bûche qu'on fait. Elle a plus de dents. Elle s'en fout, mamie, c'est pas elle que ça va... C'est ça le problème. C'est pas elle que ça va toucher, c'est celui qui dit tu t'en fous, mamie, que ça va toucher. Ça va toucher tout le monde. Parce que ça va toucher mamie sur le coup.
sur quelques aspects, mais ça va nous toucher. Enfin, c'est vrai que Plus toi nous, que dans moi, notre génération, à la vingtaine, c'est une énorme blague de se dire que c'est quelque chose qu'on se dit. Est-ce qu'on va avoir une retraite? On se demande même pas combien on va avoir, on se demande est-ce qu'on va en avoir une déjà avant de commencer. Oui, enfin, tous les moments sont bons à prendre et tous les lieux sont bons à prendre pour parler politique. On a besoin de recréer du lien, on a besoin de se réemparer de l'ensemble des sujets. Et le premier lien que je vous invite à recréer, et ben, c'est tout de suite à côté. Merci encore beaucoup.